Alors voici la reine Elisabeth Queen Marie II. C'était une personne remarquable. Comme disait tout le monde, c'était la grand-mère de tout le monde. Voilà. Charles III a repris le relais. Bravo. À partager un bon thé à la menthe sur un plateau en argent, avec la théière en argent. La main qui tient, la main droite qui tient le verre de thé, qui coule dans l'autre verre pour le refroidir. La reine Elisabeth II, Queen Mary, soldat avant tout, infirmier, soldat, infirmière, pendant la guerre. Un genou à terre, en train de changer un pneu d'un camion de l'armée, avec son ami la soldat, partir sur le front pour aider les gens par solidarité. La reine Elisabeth Queen Mary II, avec son enfant et son mari, son époux, le roi, la reine et son enfant. Même le ciel a levé les couleurs. L'arc-en-ciel est dans le ciel. Le drapeau d'Angleterre est levé là-haut, sur la tour du château. Les cavaliers et les cavalières, le défilé, au passage du carrosse, le royaume vibre dans l'espoir d'une ère nouvelle. Le royaume a déjà vibré d'un espoir d'une ère nouvelle grâce à la reine Elisabeth Queen Mary II. Et le royaume d'Angleterre vibre aujourd'hui dans l'espoir avec le nouveau roi Charles III. Salut les amis. Ciao. Salut, vous allez bien? Bon, vous savez ceux qui font du vélo là sur la route, les pédales, les pneus, la chaîne, le dérailleur. Bon, le dérailleur c'est pour le VTT. Il y a le VTT, il y a le VTC, il y a le vélo de course, il y a le BMX, il y a le vélo de ville, et puis il y a un vélo à trois roues, hein, les chariots, tout ça. Bon, bref. La nuit, en vélo, n'oubliez pas de mettre la dynamo. La dynamo, c'est ce qui gère à donner la puissance à l'ampoule. Ça crée de l'électricité au niveau des pédales, quand on pédale avec le vélo. Regardez ça. Ça, lampe de poche, 7,55 €. Et c'est comme la dynamo. Donc, on tourne la manivelle. C'est pour donner de l'énergie au système électrique de l'ampoule. Enfin, de l'ampoule. De la lampe de poche. Donc, regardez. Jour. Moyen jour. Et voilà. Vous voyez un peu? Voilà. Vous voyez ça? Donc vous pouvez le faire aussi maintenant comme ça aussi. Vous voyez? Ça évite de mettre des piles. Et les piles, ça coûte cher, les piles, je vous garantis. Les piles, c'est pas donné avec l'inflation. Hein. Déjà qu'on en prend plein en tête avec l'inflation, je vous dis pas quoi. Donc là, 1, 2, 3, 4, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El punto final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ciao les amis. Adios. Salut tout le monde. Ça va, vous allez bien? Donc j'ai un bouquin entre les mains. Ça s'appelle Je veux vieillir chez moi. Et j'ai un bon conseil à vous donner. Il ne faut pas s'empêcher de vieillir tranquillement. Et n'oubliez surtout pas, il ne faut pas que les autres vous empêchent de vieillir tranquillement.
Allez, c'est parti. Session de lecture. Alors du coup, c'est un bouquin que j'ai entre les mains. Alors c'est Véronique Châtel qui a écrit ce livre. Les photos sont de Serge Verglas. Reportage sur les auxiliaires de vie. Et le titre du livre s'appelle Je veux vieillir chez moi. Les auxiliaires de vie sociale pénètrent donc au domicile de leurs bénéficiaires, en espérant qu'elles ne cambriolent pas, quoi. C'est une définition claire de la vieillesse sur laquelle s'appuyer puisqu'il n'existe pas. Pour qu'il ne dessine une, il faudrait favoriser la recherche en gérontologie. Mais ça n'est pas le cas en France. La preuve, point d'interrogation. L'unique fonds documentaire et pluridisciplinaire français de la gérontologie, qui regroupe environ 20 000 documents, parmi lesquels 2829 mémoires, 1035 thèses, 7951 ouvrages, 5031 numéros spéciaux de revues et autres fascicules, et qui offre par conséquent une matière essentielle aux chercheurs et menacée de dispersion faute d'hébergeurs. Le fonds était abrité dans les locaux de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, voué à la démolition en juin 2015. Donc c'était bien avant la pandémie. Or, 15 jours avant le début des travaux, il n'y avait toujours pas été trouvé de nouvelle adresse. À croire qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui peuvent se retrouver à la rue s'ils n'arrivent pas à être placés en EHPAD. C'est ça qu'il faut savoir. Donc voilà. Donc aux auxiliaires de la vie sociale s'adapter. Si on a les compétences, leur intervention à ce qu'ils perçoivent des gens âgés, qu'ils viennent aider. Fabienne a mis du temps à comprendre que Jean-Noël, 83 ans, était dépressif. Je voyais bien qu'il était déprimé. Je le découvrais en tenue négligée, les volets fermés, des aliments plein le frigo, parce qu'il ne mangeait presque rien. Mais je mettais cela sur le compte de la vieillesse. Il me semblait que c'était normal d'être déprimé. Quand on vieux, quand on veut, est en perte d'autonomie. J'ai eu la chance de suivre une formation sur la psychologie des personnes âgées, et c'est là que j'ai appris que les personnes âgées souffraient comme n'importe qui d'autre de dépression et qu'il fallait les soigner. J'ai donc fait remonter ce que j'avais constaté de mon bénéficiaire à mon encadrement, et il a pu être pris en charge aujourd'hui. Il va beaucoup mieux. En revanche, elle a d'emblée considéré que Paul, 72 ans, avait bien cherché ce qui lui était arrivé. Il n'avait pas renoncé au tabac, alors même qu'il respirait avec la plus grande difficulté. Il avait besoin d'aide pour tout, mais il continuait à fumer. Il prétendait le contraire, mais son intérieur empestait la fumée et ses doigts étaient jaunes de nicotine. J'ai jugé mal cet homme et l'idée avait répugnance. Et puis j'ai rencontré un autre vieux, gros fumeur, lui aussi, qui ne souffrait d'aucun problème respiratoire. J'ai compris qu'il ne fallait pas trop juger la santé, c'est la loterie quand même. Eh oui, on a beau tenter de se préserver de tous les ferments du mauvais vieillissement, excès de gras, de sucre, de sédentarité, d'isolement, le vieillissement fait son œuvre suivant un parcours particulier à chaque personne, alors les campagnes de prévention pour une vieillesse la plus autonome possible, qui recommande d'anticiper son vieillissement, ne laisse-t-elle pas miroiter un défi impossible à se relever? Point d'interrogation. Car on peut anticiper son vieillissement. Point d'interrogation. Il faut toujours poser des questions. Comment deviner ce qui nous attend 50 ans, 20 ans plus tard? Comment ne pas prendre les pieds dans cet écueil? Se projeter dans la vieillesse et des capacités de bien portant, intrépide et parfaitement sûr de ses sens. Comme Louis, 82 ans, qui a mis de côté durant toute sa vie professionnelle des livres, qui dirait quand il serait à la retraite, il n'avait pas prévu qu'il développerait une dégénérescence oculaire qui le rendrait à demi aveugle. Je ne peux plus lire ni faire de mots croisés, c'est à peine si je devine les contours des personnes que je vois sur l'écran géant de ma télévision. Les auxiliaires de la vie sociale pénètrent au domicile de leurs bénéficiaires sans une définition claire de la vieillesse sur laquelle s'appuyer. Posez-vous la question. Bonne journée les amis. Salut.
Eh, salut tout le monde, ça va, vous allez bien? Toujours avec le cache-nez polaire. Bon, aujourd'hui, texte de lecture. Vichy, le 10 juillet 1940. 1940. Vous êtes prêts? Jules Jeanneney donne sa version des événements. Concernant votre rencontre du 9 juillet, il confirme qu'il a bien reçu ce jour-là 3 ou 4 hommes qui lui ont déclaré leur intention de déposer une motion le lendemain de la séance à l'Assemblée et que le texte de la motion lui a été lu peut-être avec Manon. Sur la composition de la délégation, les témoignages divergent. Vous souvenez-vous des députés qui vous accompagnaient? Il y avait Manon, Audeguil, le quatrième devait être Roy, puisqu'il ne semble pas que Serre ait été présent d'après son propre témoignage. Lequel d'entre vous a-t-il lu la motion à Jules Jeanneney? C'est un point de détail, car l'essentiel est que la motion a été lue, et elle l'a été. Cependant, j'avais pris l'initiative de ce texte, je l'avais fait imprimer. C'est pourquoi comment ai-je pu laisser à un collègue le soin de la lire au président Jeanneney? Jules Jeanneney ajoute que sur ses conseils, vous vous êtes bien fait inscrire auprès du secrétaire général de la présidence, mais que vous n'avez pas remis à celui-ci le projet de motion. Ce n'est pas à moi qui me suis occupé de cette démarche, mais je suis convaincu que notre délégué, sans doute Manon, a remis comme il avait expressément convenu entre nous le texte de la motion au secrétaire général de la présidence. Jules Jeanneney écrit qu'il ne nous a pas donné la parole à plusieurs raisons. Voici d'abord les raisons que l'on pourra appeler de fait. Les lavalistes ont provoqué un grand tumulte mettant obstacle à la discussion. La disposition et l'éclairage de la salle du casino de Vichy gênaient les débats qu'ils ne connaissaient pas les traits de votre visage. Il est tout à fait exact que les lavalistes déchaînés faisaient un grand tapage, mais le second argument me paraît très discutable. Il faut savoir en effet que lorsque j'ai gravi les quelques marches de la tribune, je me suis trouvé à moins d'un mètre du président Jeanneney. Comment ne m'aurait-il pas vu? Il ne connaissait pas physiquement, dit-il. Telle est la question. Vichy, le 10 juillet 1940. Salut les amis. Ciao.